Parce que vous avez dit à quel point il avait envie de rassembler et à droite et à gauche finalement. Et je retrouvais une phrase de vous il n'y a pas très longtemps. Vous parliez de 2002, donc vous allez dire vous étiez encore très jeune en effet, mais tout de même. Et vous disiez en 2002 je n'avais pas d'opinion politique, je pouvais balancer de gauche à droite en fonction du leader du moment. Alors c'est vrai, j'ai envie de dire, on vous connaît pas très bien. Vous vous révélez là pour parler. Oui, vous avez dit ça. Et donc c'est vrai qu'on a envie de savoir un peu plus sur vos convictions politiques. Vous parlez merveilleusement bien d'Obama, c'est vrai. Vous parlez bien de certains sujets. Votre petit livre là qui vient de sortir, qui raconte les droits de l'homme. Les droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans aux éditions du Seuil. Voilà, qui permet effectivement de comprendre un peu votre démarche, de quelle façon en tout cas vous envisagez votre fonction. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui demeurent très floues sur vos convictions. Et je me rappelais il y a très peu de temps qu'effectivement vous avez par exemple voté non à la Constitution, enfin au référendum pour la Constitution en 2005, la Constitution européenne. Or là maintenant, les élections bientôt européennes vont s'amorcer et on parle de vous. On parle d'une éventuelle candidature de votre part. Enfin, il y a des choses comme ça qui ne sont pas très nettes. Et on se dit que finalement, vos convictions, vous les avez jamais très fortement exprimées, sauf à vous dire totalement fascinée et prête à vous ranger derrière la bannière de Sarkozy. Mais c'est pas très clair. Moi, je suis contente que vous me posiez la question parce que ça, en général, ça n'intéresse pas les gens. C'est comme le programme d'Obama. On parle rarement du programme d'Obama. On parle de sa couleur, son positionnement, les métis, etc. Moi, c'est pareil. On ne parle que des questions d'apparence, minorité, diversité. Qu'est-ce que ça fait d'être noir? Mais on m'interroge rarement sur à part maintenant sur mon sujet, j'ai le droit de l'homme, on parle de ça. Mais puisque vous disiez vous balanciez entre la gauche et la droite, vous avez choisi la droite pour Sarkozy, peut-être pour autre chose maintenant, peut-être le savez-vous davantage. Parce que vous êtes déçu du socialisme en fait. Non, alors ça, vous avez eu des mots très durs pour les socialistes. Cette théorie qui consiste à penser qu'une personne comme moi ne peut être que de gauche et que si je suis à droite, c'est parce que je suis déçu par les socialistes. Alors ça, c'est la théorie, mais je trouve la plus injuste qui soit. Pas une théorie. Parce que vous avez la liberté, vous, d'être de gauche ou de droite. Moi, je suis nécessairement arrimée aux socialistes. Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais été socialiste. Et en vérité, je vais vous dire une chose. C'est vrai que quand on grandit dans un milieu un peu socialement défavorisée en banlieue, etc. La gauche est présente socialement, elle est là, les services sociaux, les vacances, etc. Donc le processus d'embrigadement commence très tôt. Mais donc, votre parcours naturel aurait été plutôt à gauche. Pas forcément, parce que je veux être libre de faire mes choix politiques en fonction de considérations qui ne soient pas uniquement liées à l'apparence physique ou à l'origine. Donc moi, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai toujours adoré la politique, j'ai toujours été passionnée par les fauves politiques, par l'histoire de la Ve République, par l'histoire du général, les spasmes de cette histoire, ses ressorts, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai été déçue, non pas par la gauche ou par la droite, mais par les politiques en général, pendant un bon moment, parce que je me suis dit, ils se sont tous succédés au pouvoir et ils n'ont pas changé la France qui avait pourtant besoin d'être modernisée. Et le choc arrive en 2002, quand Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, où là, la majorité des gens ou des analystes disent c'est la faute du peuple. Non, c'est pas la faute du peuple. Le peuple n'est pas là pour avoir tort ou pour avoir raison, il fait ce qu'il veut. Donc si le peuple a mis Le Pen au second tour, c'est que les autres étaient dans l'incapacité. Donc moi je trouvais qu'avec Nicolas Sarkozy, c'est là où je commence à me réintéresser à la politique, au point de sauter le pas, c'est que d'abord il réhabilite le peuple en allant le voir, et ensuite il réhabilite la politique en disant aux gens on peut faire quelque chose, tout est possible. Alors que le PS, je me souviens à une époque, disait aux ouvriers de Michelin qui pleuraient, qui étaient licenciés, l'État ne peut rien faire. Ça m'avait choqué cette phrase, autant que l'arrivée de Le Pen au second tour. Donc sur la base du retour de la politique et de la réhabilitation du peuple, j'ai choisi Nicolas Sarkozy. Il s'est avéré qu'il était à l'UMP, enfin... La Constitution, là... Alors, la Constitution, pareil, c'est parce que la Constitution, je trouvais que elle avait été faite comme ça. Je vous dis, à l'époque, je n'étais pas engagée en politique, je suis engagée depuis 2006. Et donc, cette Constitution arrive tout d'un coup, donc épaisse, donc une Constitution épaisse, c'est déjà, ça me semblait un peu louche à l'époque. Et ensuite, avec un fort contenu économique, alors que c'est des valeurs, des principes qu'on proclame dans une constitution. Et par ailleurs, j'avais le sentiment que le peuple n'avait pas été suffisamment associé à la marche de l'Europe.
Alors là, justement, Ramayad, je m'interromps parce qu'on ne va pas refaire toute la campagne de 2005, mais on vous dit, il y a des rumeurs dans Paris, on vous dit sortante prochainement du gouvernement pour vous présenter aux élections européennes de l'an prochain. Info, un tox, vous démentez, vous confirmez? Je laisse. J'adore laisser. Ça c'est vous qui le dites. Je n'ai pas encore vu de déclaration officielle. Non, je laisse dire, et puis en temps voulu, vous le saurez bien. Et vous en Pour avez l'instant, envie ça, on peut le savoir tout de même. C'est une aspiration, c'est un rêve? Ah, un rêve? Non, je ne rêve pas. Moi, je vis la vie comme elle vient. Mais c'est des élections qui ont lieu dans 6 mois, et donc il y a le temps. Ça va aller Donc si le président Sarkozy vous le demande, vous irez? On verra bien, il faut qu'on en discute déjà, et que je sache quelles seront les conséquences vous de dites pas tout non, ça. vous dites pas non a priori. Je dis non à rien. Moi, je demande à analyser et puis à je voudrais qu'on revienne à la situation, enfin qu'on vienne à la situation en République démocratique du Congo, qui est une situation absolument dramatique. La guerre a repris dans ce Nord Kivu, donc à l'est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Joseph Kabila accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du général Kunda. Est-ce que l'Union européenne doit envoyer sur place une force de paix? On a parlé de 1500 hommes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'envoyer une force militaire sur place? Et puis pour nos auditeurs et téléspectateurs, on peut préciser donc que Bernard Kouchner, votre ministre de tutelle, et son homologue britannique sont sur place depuis 48 heures. Ils sont aujourd'hui en Tanzanie. Et Bernard Kouchner, notamment, est aujourd'hui assez prudent sur l'envoi de ces 1500 soldats européens. Quelle est votre position? Bernard Kouchner a raison, c'est la voix de la France qui s'est exprimée là, donc c'est la position de l'ensemble du gouvernement. Donc il a raison de demander le déploiement d'une force militaire complémentaire à la MONUC? Non, aujourd'hui, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que le sujet n'était pas, l'envoi de troupes n'était pas encore d'actualité. Mais cela n'interdit pas d'étudier les moyens de renforcer la MONUC. Alors, cette crise en RDC, je m'y suis rendue en RDC au mois de juin. Et je peux vous dire que ce qui se passe là-bas, c'est vraiment terrible. Et je regrette que on n'en ait pas parlé plus avant. Nous sommes dans un contexte où on va arriver peut-être à la 3e guerre du Kivu. La première ayant eu lieu entre 97, au moment de la chute de Mobutu par Kabila père. La deuxième ayant eu lieu ensuite lorsque Kabila se sépare de ses alliés rwandais et d'autres. D'ailleurs, c'est dans une guerre qui a impliqué 9 pays, c'était la guerre qui a impliqué le plus d'États au monde de l'histoire contemporaine, qui a fait 3,5 millions de morts, plus de 3,5 millions de morts, 6 millions de déplacés. Et aujourd'hui, les troupes rebelles d'un général dissident de l'armée congolaise, qui est Laurent Kunda, qui est implanté dans le Nord Kivu, c'est-à-dire autour de Goma, a fait tomber la ville le 29 octobre dernier. Et malgré le cessez-le-feu, la situation était très instable sur le terrain. Mais qui est responsable, selon vous, de cette tragédie? C'est une Vous savez, la RDC, c'est le 3e plus grand pays d'Afrique après l'Algérie et le Soudan. C'est un pays qui est 5 fois plus grand que la France. C'est le plus grand pays francophone avec 65 millions d'habitants. Et quand on a un pays comme ça, qui en plus est riche en ressources minières, il fait l'objet de convoitises. Convoitises aussi bien à l'intérieur que de l'extérieur. Et ce qui explique ces 2 guerres du Kivu qui ont eu lieu, et puis ces conflits qui ont lieu actuellement. Et dans le Nord Kivu en particulier, il y a du coltan, qui est le minerai du XXIe siècle, ce qui sert à fabriquer le téléphone portable. Et donc l'enjeu est aussi là. Et par ailleurs, les réfugiés, enfin sur la situation humanitaire est terrible. Alors, on a fait des choses, je veux dire, l'Union européenne a dépensé 43 millions d'euros pour l'aide humanitaire, elle a rajouté là récemment 4 millions d'euros. La France également investi dans l'aide alimentaire et dans l'approvisionnement, l'acheminement de l'aide, etc. Mais évidemment, aujourd'hui... Bernard Kouchner est toujours avec David Miliband. Aujourd'hui, il est en Tanzanie. On annonce une réunion prochaine entre Joseph Kabila et Paul Kagame, donc le président de RDC, et le président du Rwanda. Bientôt, sans doute à Nairobi. Vous avez des précisions sur cette rencontre, sur la date et les modalités de cette rencontre? Non, pas pour l'instant. Ce qu'on voudrait faire, c'est... trouver une solution politique et non pas militaire, c'est-à-dire réenclencher le processus politique. Et donc pour cela, on a besoin du Rwanda. Parce que le Rwanda est un pays voisin, mais est un pays important dans ce processus. Et donc ce qui permettra de réunir l'ensemble des
des pays concernés sera bienvenue, parce qu'il n'y a pas de solution militaire possible. Une question d'internaute qui nous demande un message de Onankoy qui vient des États-Unis. Que pensez-vous du drame humanitaire que vit le peuple congolais? Quel est votre message surtout aux 60 000 femmes violées au Congo? Parce que c'est évidemment la situation des femmes. Même plus que ça, c'est-à-dire on est entre 50 000 et 100 000 femmes violées depuis 2003. Moi, quand je suis allée à Goma et à Bukavu, je me suis entretenue avec ces femmes pour savoir ce qui leur était arrivé. Et ce sont des femmes qui sont enlevées par des bandes armées, les fameuses là, et qui sont transformées en esclaves sexuels avec des tortures qui vont avec, et avec des conséquences graves, des séquelles physiques, des maladies comme le sida. Et donc c'est une situation, mais vraiment tragique. Moi, je n'ai jamais vu ça. On a dit que là, l'armée congolaise également, l'armée régulière congolaise, a commis des exactions. En tant que secrétaire d'État aux droits de l'homme, vous avez des informations là-dessus? Alors, pourquoi on en est arrivé à un point où ces exactions ne sont pas simplement le fait des bandes armées, rebelles, dissidentes, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a impunité. Parce qu'il n'y a pas encore un système judiciaire au Congo qui soit solide. Et du coup, les violeurs, les auteurs d'actes d'exaction se sentent libres de continuer. Alors, il faut quand même dire que la RDC est le pays qui a le plus fait pour envoyer à La Haye, à la Cour pénale internationale, certains ressortissants qui avaient commis des exactions. C'est une excellente chose. Mais comme il n'y a pas de paix sans justice, il faut continuer. Et je pense que la première priorité concernant le Congo, où tout est prioritaire, c'est la réhabilitation du système judiciaire. Et ensuite, il est aussi important, en même temps, d'aider ces femmes. C'est pour ça qu'au niveau de l'Union, moi j'aimerais bien, j'ai lancé une initiative pour que des lignes directrices soient votées, adoptées sur les violences faites aux femmes d'ici la fin de l'année et qu'on puisse agir.